J'ai le plaisir de partager avec vous cette vidéo, l'enregistrement d'une conférence que j'ai donnée au mois de mars 2015 et qui s'appelle « Retrouver son identité masculine ». C'est un sujet qui m'est cher parce que j'y travaille depuis plusieurs années avec des hommes qui viennent me voir en séance de coaching et que j'accompagne pour revenir à cette énergie masculine que l'on a tant de mal à définir. Alors n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires de cette vidéo et en attendant, bon visionnage et bonne conférence. Qui est venu avec sa compagne? Personne, ça c'est bien. Je dis que c'est bien parce qu'il y a deux types de situations dans ces conférences-là. La première, c'est quand voilà, j'expose ce que j'ai à dire, et à un moment donné, la compagne se retourne vers son mari et lui dit « Tu vois, moi ça fait des années que je te le dis, et maintenant il t'en parle, et toi, ah oui, ça c'est la première situation. » La deuxième situation, c'est quand j'arrive sur un moment un peu, voilà, peut-être spécial ou qui touche les hommes qui écoutent, et que la femme se retourne vers lui, mais tu pleures? Non, la poussière, il y a beaucoup de poussière ici, je suis allergique à la poussière, tu sais très bien. Et ça met toujours une sorte de petit malaise. Quand j'ai commencé le coaching, je ne m'attendais pas à voir autant d'hommes pleurer. Moi, on m'avait dit, il faut faire du coaching, tu vas voir, c'est génial, c'est que des gens qui vont bien, qui veulent faire des projets, qui veulent réaliser des choses, qui partent déjà d'un bon niveau, tu ne vas pas être en phase de drames humains. En réalité, les hommes, surtout les hommes qui viennent me voir, sont des hommes qui sont en situation de crise, mais vraiment de crise. Ou des hommes qui sont dans un malaise tel qu'il y a urgence à faire quelque chose. L'un de mes tout premiers coachings masculins, par exemple, c'était un sportif de haut niveau, peut-être une cinquantaine d'années, qui avait perdu quasiment l'usage de ses jambes. Il était en fauteuil roulant de temps en temps il était en béquille, et c'était un drame pour lui, parce que toute sa vie était organisée autour de ça. Il me disait, pendant toute ma vie, j'ai fait ce que m'a dit mon coach, j'ai fait ce que m'a dit mon père, j'ai fait ce que m'a dit mon entraîneur, et là, je me retrouve avec plus rien, j'ai plus rien à faire. J'ai essayé d'entraîner des jeunes, ils rigolent parce que je suis en fauteuil roulant. Ma vie n'a plus aucun sens. Et c'est vraiment quelqu'un qui était détruit par ça. J'ai eu peu de temps après quelqu'un dont la compagne venait de le quitter. Et là, c'est une véritable crise, parce qu'en plus, c'était quelqu'un qui y avait des enjeux d'addiction dans sa vie. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Ma compagne m'a quitté, j'ai été trop gentil, voilà, j'ai été trop gentil avec elle. J'ai pas su tenir ma place, et le seul truc là qui va pouvoir me consoler, c'est est-ce que je me remets à boire ou pas. Et là, en tant que coach, vous avez intérêt à assurer le bout de gras pendant la demi-heure qui vient, parce que vous tenez une partie de la vie de cette personne-là entre vos mains. De manière assez étrange, peu de temps après, j'ai eu la situation inverse. Un homme qui venait de quitter sa femme, et qui s'est rendu compte que c'était pas le bon choix. Et qui s'est rendu compte qu'il a bousillé la vie de son fils, de ses deux fils, qui avait bousillé la vie de sa femme, de la personne qu'il venait de rejoindre et qu'il allait quitter finalement. Et tout ça parce que, et c'est ses mots à lui, je n'étais pas sûr de mes valeurs, je ne me suis pas accroché à mes valeurs, j'étais plus sûr de moi, je savais plus ce que je voulais, j'étais perdu dans ma vie. Lorsque vous êtes face à des situations comme ça, vous êtes face à ce que j'appelle le malaise masculin. C'est quelque chose sur lequel on a du mal à poser des mots, parce que les hommes ont du mal à poser des mots sur leur identité ou ce qui vient blesser leur identité masculine. C'est pas quelque chose qu'on peut résumer facilement, mais si on devait le résumer, si on devait résumer les demandes que les hommes viennent me faire en séance de coaching individuel, c'est « ça va pas, je suis pas un bon père, je suis pas quelqu'un de bien, je suis pas un bon mari, je ne suis pas un bon amant, je ne suis pas un bon patron, je ne suis pas un bon collègue, ça ne se passe pas bien sur aucun niveau de ma vie, je ne sais même plus où j'en suis, je ne sais pas qui je suis. » Si on creuse encore un petit peu, on se rend compte que finalement ces hommes-là n'ont jamais trop su, et je m'inclus dans le lot, n'ont jamais trop su qui ils étaient dès le départ. Parce que les repères masculins qu'ils ont eus pendant toute leur vie n'ont jamais été vraiment clairs. On a été élevé par des hommes absents ou abusifs, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Parce qu'eux-mêmes
était en prise avec ces problèmes-là. J'adore mon père, c'est quelqu'un pour qui j'ai vraiment énormément d'amour, mais il était émotionnellement absent. Parce qu'il était en prise avec ses démons, avec ses interrogations, parce que lui-même a été élevé par un père qui ne savait pas comment tenir une place d'homme, qu'est-ce que ça voulait dire que d'être un homme. Et on a cette blessure qui se crée, souvent très tôt dans l'enfance, chez les hommes, et qui se transmet de génération en génération, d'une civilisation à l'autre. Souvent, j'entends dire, et il n'y a pas que des femmes qui disent ça, des hommes et des femmes qui disent que le problème de l'humanité, c'est les hommes, c'est le masculin. Si le monde était dirigé par les femmes, ça irait beaucoup mieux. Je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Le problème, c'est pas le masculin. Le problème, c'est ce masculin blessé là. Le problème, c'est que si dès l'enfance, on se retrouve avec un manque total de repères, qu'est-ce qu'un homme et surtout qu'est-ce qu'un homme bon, on va le transmettre à nos fils et à leurs fils. Et il ne faut pas compter sur la télévision ou sur Internet pour avoir des repères masculins sains. Alors j'ai viré ma télévision, mais à chaque fois que je l'allume, je vois des sportifs, je suis désolé, mais des sportifs abrutis, pour une raison ou pour une autre, qui peuvent être aussi abrutis de drogue, d'alcool ou de performance ou je ne sais quoi, mais qui n'envoient pas une image positive. Je vois d'autres hommes blessés dans leur volonté de pouvoir, je vois des politiciens véreux, etc. Et je me dis, c'est ça le modèle sur lequel on bâtit notre civilisation en tant qu'homme. C'est délicat pour moi d'évoquer tous ces aspects-là parce que je m'inclus dans le lot de ces hommes blessés qui ont fait un travail sur eux pour essayer d'avancer dans ces directions-là. Mais ce que je vois, c'est que le problème aujourd'hui, c'est pas les hommes. C'est ce que certains appellent le patriarcat, c'est ces hommes blessés et qui propagent leurs blessures sous forme de violence, qui la propagent sur les femmes, qui la propagent sur les enfants, qui en font des structures administratives, des structures logiques, etc. Et toute la civilisation est bâtie autour de cette blessure-là. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est quelque chose où on n'a pas seulement une responsabilité, mais on a la chance aujourd'hui, nous les hommes, avec vous, toutes, on a la chance de pouvoir changer ces éléments-là. Alors les hommes sont venus me voir en coaching, et je vais dire la vérité, au début, j'avais vraiment aucune réponse à leur donner. Alors je faisais les exercices classiques de coaching, et je me rendais bien compte que ça ne suffisait pas. Et je me suis mis en voyage de mon identité masculine. Je suis allé chercher dans tous les endroits possibles où on définissait ce qu'est un homme et ce qu'est un homme bon. Et pour moi, c'est important, la notion homme bon, c'est vraiment ce qui vient distinguer ce qu'est un homme tout court, et je suis tombé sur des tas de caricatures de ce qu'était un homme. En revanche, lorsque je posais la question « qu'est-ce qu'un homme bon ?», j'étais beaucoup moins dans la caricature, et les questions qu'on me donnait étaient beaucoup plus précises et beaucoup plus humaines, beaucoup plus positives. Alors j'ai fait des groupes de parole. Peut-être que vous avez entendu parler de la démarche de Guy Corneau. Alors ça fait partie des personnes qui ont ouvert la voie à l'expression masculine. Ça fait partie des personnes qui ont ouvert un espace pour que les hommes puissent enfin juste parler, évoquer, parler de leurs émotions. Si vous avez l'occasion, essayez de creuser ces travaux. Dans les groupes de développement personnel où je suis allé, il y a eu, c'est rare, mais parfois il y a cette dimension masculine qui est évoquée. Je suis allé chercher dans les magazines, qu'est-ce que c'est qu'un homme? Alors, la plupart du temps, si vous regardez magazines masculins sur Internet ou dans les kiosques, vous avez des beaux effets très musclés. Alors voilà, l'homme, c'est ça. Un homme, c'est côté macho, il est très très intéressé par la sexualité, c'est la totalité de sa vie, c'est la sexualité et ses abdos. On a vraiment cette idée, il est jeune, c'est vraiment un dieu grec. Ça me met hors de moi, parce que les hommes que je rencontre, ils me ressemblent, ils vous ressemblent, et moi je ressemble pas à ça. Les hommes que je rencontre, ils ont du bide, ils perdent leurs cheveux, à passer un certain âge, ils s'inquiètent parce que leur tuyauterie marche pas très bien, et tout ça, c'est la réalité des hommes d'aujourd'hui. C'est pas celle qu'on trouve dans les magazines. Je suis allé dans d'autres directions aussi, je suis allé voir tout ce qui est, je n'aime pas trop ce terme, et on pourra peut-être y revenir, mais je suis allé voir tout ce qui est masculin dit sacré sur Internet.
Et c'est très très intéressant, mais là aussi, il y a une sorte de tendance à avoir une sorte de masculin très éthéré, peut-être un petit peu New Age, pas vraiment en prise avec les réalités de ce monde. Et à chaque fois qu'il est illustré dans des affiches, dans des photos, c'est le même gars. Il a les cheveux longs, cette fois il a les cheveux longs, il est bien musclé, il est très jeune, il a les yeux très bleus, et c'est le masculin sacré. Pour moi, le masculin sacré, il a du bide, il perd ses cheveux à 40 ans, la tuyauterie, tout ça. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Il a 40 ou 50 ans. C'est autre chose que ça. La spiritualité a une place très très importante dans ma vie, mais pas cette spiritualité un peu superficielle. Et souvent, la critique que j'entends, cette fois de la part des femmes, qui accompagnent des hommes dans une démarche de masculin sacré, c'est que c'est des hommes qui ont du mal, lorsqu'on passe au matériel, au concret, ce sont des hommes qui ont du mal à tenir leur place d'hommes dans un couple, avec des enfants, dans leur vie professionnelle. C'est des hommes à qui il manque une dimension. Elles aussi ont du mal à poser les mots sur cette dimension-là d'identité, mais il manque une dimension. Je suis allé encore dans tout à fait un autre extrême. Je suis allé faire un sport que l'on dit ultra-violent, qui est ultra-violent, pour dire la vérité, qui s'appelle le free fight ou le MMA, les arts martiaux mixtes. En fait, on met deux personnes dans une cage, on ferme la cage, et il n'y en a qu'un seul qui ressort debout. Alors j'ai des bleus pour témoigner, tout ça. Et ce que j'ai trouvé là-dedans, parce qu'on m'a dit c'est là où tu vas trouver des vrais hommes. Dans la réalité, il y a toute une ligue féminine de MMA qui est beaucoup plus performante et beaucoup plus élégante dans les combats que les hommes. Mais bon, ce que j'ai trouvé là-dedans, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est absolument pas une dimension violente. J'ai vu des hommes violents, mais que les débutants, les ultra débutants. Tous les autres, je vais y revenir tout à l'heure, sont vraiment petits des athlètes et dans un contrôle total de leurs émotions. J'y reviendrai. Et voilà, je suis allé chercher dans des tas de directions différentes. J'ai vu des films, des livres, etc. Et à un moment donné, je suis tombé sur une somme très théorique qui a été écrite par 3 auteurs. Le premier, c'est Carl Gustav Jung, qui est un psychologue, un psychanalyste qui est contemporain de Freud, dont il a été l'élève au début, puis dont il s'est séparé, et qui avait une obsession pendant toute une partie de sa vie, qui était de dire, il y a bien sûr une sorte d'inconscient personnel, on a des choses qui nous échappent au niveau individuel, mais il y a aussi un inconscient collectif. C'est-à-dire que toute la civilisation, et toutes les civilisations, que ce soit en Ardèche ou à Tahiti, ont des sortes d'idées, des concepts, des instincts, des pulsions, que l'on retrouve de partout. Ce qui est étonnant, c'est qu'on le retrouve à travers le temps et à travers la géographie. Il y a 1000 ans, on avait déjà des sortes d'idées générales qui venaient inspirer nos rêves, qui venaient inspirer notre philosophie, qui venaient nous aider à bâtir des civilisations. Il appelait ça des archétypes, et il a passé sa vie à les étudier. C'est par exemple la mer divine. Dans toutes les civilisations, on parle de la mer divine. Parfois, on y met des images différentes. Elle est blonde, elle est brune, elle est grosse, elle est maigre. Mais on a ça, et ça nous pousse à agir dans un sens ou dans l'autre. On la voit dans nos rêves. Les artistes en ont écrit et fait des livres, et fait des films, et fait des romans et des chansons. L'enfant divin. La notion de l'ombre. Il a travaillé longtemps sur la notion de l'ombre. Quelque chose qui est en nous, dans lequel est caché on ne sait quoi, mais on a peur d'y aller. L'un des avatars de cette ombre, c'est dans Star Wars The Dark Vador, qui est vraiment tout en noir, qui est vraiment l'ombre. Il y a une scène qui est absolument magique, dans le 2e épisode des vieux épisodes, où le héros va dans la forêt sombre, il combat cet ennemi sombre, et une fois qu'il le tue, il se rend compte que c'est lui. Il est son propre ennemi. C'est ça l'ombre autour de laquelle Jung a essayé de creuser, de trouver une théorie. Et après tout ce travail, il y a eu 2 auteurs qui se sont dit, les archétypes, voilà, ce sont eux qui régissent notre vie, c'est comme des aimants dans notre vie psychique, on ne peut pas y échapper. Parfois, ils sont capables de nous bouffer totalement. Lorsqu'on est pris par un archétype, comme par exemple l'ombre, on peut être totalement mangé par cette ombre et jusqu'à en perdre la vie. Il faut essayer d'équilibrer ces archétypes en nous. Ces 2 auteurs, qui sont Moore et Gillette, il y avait un psychologue, M. Moore, et quelqu'un qui travaillait sur la sémiologie, l'histoire des religions, l'histoire des contes, des légendes, M. Gillette.
Ils se sont dit, et s'il y avait des archétypes typiquement masculins? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a des symboles vivants, psychiques, à l'intérieur de l'esprit de tous les hommes et qui influencent leur action, qui influencent leur identité? Et à partir de ce travail-là, alors ils ont écrit énormément de bouquins, fait énormément de conférences, sous l'angle psychologique ou psychanalytique, et ils ont réussi à accompagner leurs clients vers un mieux-être. Quand je suis tombé là-dessus, j'ai compris que c'était la réponse que je cherchais. Il y a des archétypes en nous, des archétypes typiquement masculins, comme il y a des archétypes typiquement féminins. Donc, il y a, par exemple, Clarissa Pinkola Estes a travaillé sur deux archétypes typiquement féminins. Eux ont travaillé sur les archétypes masculins. Le souci, c'est que c'était très psychanalytique et très psychologique, et les personnes qui venaient me voir avaient besoin d'une réponse immédiate. J'ai repris tous ces éléments, et j'en ai fait une méthode, peut-être un peu plus condensée, un petit peu plus courte, que je pouvais utiliser en entretien avec mes clients. Avec des exercices pratiques. Parfois en groupe, pourquoi pas, avec 2, 3 hommes, 4, 5, 6, qui avaient besoin d'évoquer ensemble, moi, cet archétype, il a cette emprise sur moi, et c'est pour ça que je n'arrive pas à faire ceci, cela, qui partageaient des points de vue, qui construisaient quelque chose ensemble. Et c'est cette démarche-là, qui se passe en 3 étapes, que je vais vous présenter ce soir. La première étape, c'est d'essayer de voir à quel niveau de maturité émotionnelle est l'homme qui vient me rencontrer. Et malheureusement, et une fois de plus je m'inscris dans le lot, les hommes qui viennent me voir sont rarement mûrs émotionnellement. J'irai même plus loin. Les hommes qui viennent me voir sont encore adolescents, voire enfants dans leurs émotions. Ça peut sembler étrange de le dire comme ça, mais les femmes sont beaucoup plus rapidement, la plupart des femmes sont beaucoup plus rapidement mûres émotionnellement, pour des raisons biologiques et pour des raisons sociologiques. Biologiquement, parce que à un moment donné, à la puberté, elles ont conscience qu'elles peuvent donner la vie. Il y a des changements physiologiques. Les premières règles sont une étape initiatique importante qui souvent, pas tout le temps, souvent est accompagnée par d'autres femmes. Et puis plus tard, sociologiquement, elles sont obligées de faire leurs preuves dans un monde qui est régi par ce que l'on appelait tout à l'heure le patriarcat. Bonsoir Laurent. Donc les femmes sont beaucoup plus rapidement dans cette maturité émotionnelle. Et elles sont plus rapidement accompagnées pour devenir mûres émotionnellement. On n'a pas ça. Les hommes n'ont pas de véritable étape. Il n'y a pas un ancien du village qui vient nous prendre par la main et nous dire, pendant la nuit, il nous dire, maintenant tu vas t'asseoir avec moi, toute la nuit, on va parler, je vais t'expliquer ce que c'est qu'un homme bon pour tout le village. Et à la fin, tu sauras si t'es chasseur, si t'es cueilleur. On n'a pas ça. Si le seul endroit où on l'a, malheureusement, ces étapes initiatiques, c'est dans les gangs ou dans différents types d'extrémisme. Là, oui, là, il y a vraiment quelqu'un qui vient vous prendre par la main et qui vient vous dire, un homme bon, c'est ça. Avec tous les soucis de violence qu'on a évoqués tout à l'heure. Il y a des civilisations où ça existe encore. On dit, ça demande à être vérifié, que c'est des civilisations plus saines que les nôtres. Ça demande à être vérifié. C'est possible. Mais lorsque je reçois des hommes dans une situation de panique, que j'évoquais tout à l'heure, ce sont des hommes qui sont revenus à ce qu'ils connaissent le mieux, à une position de défense, qui est leurs émotions d'enfant. Ce sont des hommes qui, comme ce que je disais tout à l'heure, quelqu'un qui vient de se faire quitter, il revient dans l'enfant victime. J'ai perdu tout pouvoir sur ma vie. Maman aide-moi, papa aide-moi. Je pense que je vais mourir maintenant parce que j'ai perdu tout pouvoir sur tout ce que je suis. Il y a des hommes qui reviennent sur une position d'enfant roi. Je suis tyrannique, tout est pour moi, pourquoi ça ne marche pas? De toute façon, il faudrait que tout soit à mes ordres. Des hommes qui, en situation de crise, préfèrent aller dans ce que j'appelle l'enfant clown. Il y a une notion affectueuse, mais pas tant que ça. Les enfants, ah, mais c'est bon, de toute façon, je sais tout, on s'en fiche, et qui rentrent peut-être aussi dans une petite manipulation de l'autre, de leur épouse, de leur enfant. On a des enfants qui sont toute leur vie, des adultes qui sont toute leur vie des enfants à leur maman, qui n'ont pas supporté
cette rupture avec leur mère ou qui essayent de reproduire une sorte d'amour absolu avec les femmes et qui enchaînent les femmes les unes après les autres, les petites relations, ou les hommes d'ailleurs, c'est valable aussi lorsqu'on est un homme homosexuel, qui enchaînent les relations sans réussir à se satisfaire de ça. Donc le premier élément que je teste avec eux, c'est où est-ce que vous en êtes de votre maturité émotionnelle. Est-ce que vous êtes un homme mûr? Votre corps a grandi? Vous avez 30, 40, 50 ans, 60 ans, je ne sais rien. Quel âge a vos émotions? Quel âge ont vos émotions? Vous êtes en situation de crise, vous réagissez comme quoi? Comme un ado? Comme un enfant? Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Il n'y a pas de jugement à avoir parce que ces personnes-là, elles sont blessées. Elles reviennent à l'âge où elles ont été blessées. Une fois qu'on a pu défricher ces éléments-là, une fois que l'on sait que, voilà, en situation de crise, je réagis comme l'enfant victime. Tout le monde m'en veut, et puis de toute façon, ça sert à rien, le monde est pourri, c'est dégueulasse. Une fois que je sais où on en est, on peut passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est le mode d'emploi pour en sortir. Comment on fait lorsqu'on est là-dedans? Comment on fait pour faire grandir cet homme émotionnel que l'on a en soi? Comment on fait pour le faire grandir de manière saine? Pas seulement dans les extrêmes dont je parlais tout à l'heure. C'est là où on rencontre les archétypes. Moore et Gillette ont identifié 4 grands archétypes, 4 grandes forces, 4 grandes énergies qui viennent dicter tous nos comportements. Si on est encore un enfant émotionnellement, ces archétypes s'expriment quand même, mais elles viennent s'exprimer à l'endroit de notre blessure. Si on est encore un enfant et qu'on a été blessé par la violence, quand on va exprimer l'archétype, par exemple, du guerrier, on va l'exprimer sous forme violente. Alors, cette énergie de guerrier qu'on a en soi, elle n'est pas forcément violente. Loin de là. Les 4 archétypes travaillés par Moore et Gillette, je préfère dire travaillés que découverts, parce qu'ils existaient depuis longtemps, et si vous avez étudié certaines civilisations, on retrouve ces grandes figures dans la littérature, dans les contes, dans les légendes. On les retrouve et on les voit même aujourd'hui. Vous prenez n'importe quel Harry Potter, vous prenez n'importe quelle série télévisée, on retrouve ces 4 grands pôles qui dirigent toute notre vie psychique en tant qu'homme. Le premier, c'est l'amant. On a un amant en nous, on a une énergie d'amant. Dans l'histoire de l'évolution d'un jeune homme vers un homme adulte, c'est le premier archétype qui s'exprime. L'amant, c'est je jouis de la vie, je suis heureux d'être là, et la vie c'est génial, et je veux en prendre plein, et je veux en prendre avec mes 5 sens, et je veux goûter, et ça, je peux tester, et puis toi je t'aime, et t'es génial. L'amant, c'est ce qui en nous aime à l'excès, aime la vie, aime les gens. Cet amant-là, cette énergie-là en nous, elle peut très vite être cassée par les parents, par l'enfance, par l'école, par la société. Ce qui m'effraie, moi, aujourd'hui, parce que je travaille par ailleurs avec des adolescents, c'est de voir à quel point le fait d'être cool, distant, détaché, est devenu une norme. À quel point le fait d'étouffer cet amant est devenu une norme. À quel point c'est pas du tout à la mode de dire qu'on aime la vie, que c'est génial et qu'il se passe des trucs super, ouais. Non, ça c'est plus à la mode du tout. Ça marche plus. Il y a un lien avec la libido, mais pas que. Il y a un lien avec la sexualité, mais pas que. Il y a de fortes chances qu'un homme qui vienne me voir parce qu'il a une question avec sa libido, avec sa sexualité, doive travailler sur des questions émotionnelles liées à cet archétype-là, à l'amant, mais pas seulement. Lorsqu'on exprime totalement l'archétype de l'amant, on est dans le plaisir absolu de la vie. Lorsqu'on l'exprime de manière blessée, il y a 2 possibilités. Soit on s'est retranché totalement en disant non, moi l'amant, je le refuse. Et on est froid, on est distant, et dans nos relations aussi, on est un homme dur. On va aller piocher dans les autres archétypes. On va aller piocher dans le guerrier, parce que non, moi ça va, je t'aime, machin, c'est trop pour moi. Ou alors on a l'inverse. On a des gens qui sont dans l'addiction. N'importe quelle addiction.
Les addictions commencent souvent parce qu'on aime, et on aime, et on aime trop, et on en veut plus. Ce qui est intéressant, c'est à quel point les artistes sont dans cet archétype de l'amant, et à quel point on le voit dans leur œuvre. Mick Jagger, l'amant incarné, et qui a écrit une chanson qui décrit précisément ce qui se passe quand l'énergie de l'amant n'est pas bien canalisée. I can get no satisfaction. J'arrive pas à me satisfaire. Il m'en faut toujours, j'en veux, j'aime la vie. Et dans la chanson, on continue d'ailleurs. I can get no satisfaction, but I try. Je vais essayer. And I try, and I try, and I try, and I try, and I try. Et il le répète. Tant pis, j'aime la vie, je vais essayer. Ça, c'est l'amant déréglé. Cette énergie de l'amant déréglé qui nous fait tomber très rapidement dans des addictions au sexe, à l'alcool, à la drogue. Pas seulement, ça peut être à des fuites, le jeu. Heureusement, pour contrebalancer cette énergie lorsqu'elle est déréglée, c'est le sens de l'humour des archétypes, il y a exactement l'inverse en face. Il y a ce qu'on appelle l'archétype du guerrier. C'est une autre énergie qu'on a en soi et qui est vraiment intéressante parce qu'elle a été dévoyée au cours du temps dans l'humanité à cause de cette blessure masculine que j'évoquais tout à l'heure. Le guerrier, ce n'est pas une énergie de guerre ou de violence. Je vais vous donner 2 exemples. Dans mes premières leçons de free fight, de MMA, je me suis retrouvé en face de gars qui étaient vraiment, alors pour le coup c'était vraiment des armoires à glace. Ils étaient aussi larges que hauts. Ils avaient des mâchoires, j'aurais pu rentrer ma tête à l'intérieur de leur bouche comme un lion au cirque. Ils avaient des muscles qui étaient à peu près larges comme mon bassin. Et c'est vraiment ça, 2 personnes en face à face, il y en a une qui ressort debout. Par étranglement. Lors de ma première leçon, on s'est assis sur mon visage, on m'a pris le bras, on a fait un nœud avec ma jambe, on s'est re-assis sur mon visage, on m'a étouffé, etc. À aucun moment, et je dis bien à aucun moment, ces personnes-là n'ont perdu le contrôle d'elles-mêmes. À aucun moment, je n'ai vu de violence, de méchanceté dans leurs yeux. La seule chose que j'ai vue, avant de m'évanouir de suffocation, c'était de la maîtrise. C'était une attention qui est la même attention que j'ai pu voir chez un boulanger qui fait son pain, qui est le même degré de discipline et de précision que j'ai pu voir chez un ébéniste qui travaille son bois. Un autre exemple pour mieux comprendre l'archétype du guerrier, je l'ai vu passer il y a quelques jours sur Facebook, aux États-Unis, des jeunes au collège qui sont vraiment, pour le coup, dans l'activité même du guerrier, qui sont dans un match très important de basket. Et c'est nous contre eux et on va gagner, etc. Bon. Il y avait sur le côté des pom-pom girls, et l'une d'entre elles était trisomique. Et évidemment, elle ne faisait pas les choses comme tout le monde. Lorsque le public a commencé à se moquer de cette pop-up girl, les garçons se sont arrêtés, alors qu'il y avait de l'enjeu dans leur match, c'était un jeu régional ou je ne sais quoi, se sont arrêtés, sont allés à côté d'elle et ont dit on ne reprendra pas le match tant que le public ne se sera pas tué et n'aura pas fait ses excuses. Ça, c'est aussi l'énergie du guerrier. L'énergie du guerrier que l'on a en soi, que l'on a tous en soi, c'est protéger et servir. Protéger aussi cette énergie de l'amant. Lorsque, dans l'exemple que je vous citais tout à l'heure, je viens de me faire quitter parce que j'ai été trop gentil, il y a cette énergie-là de l'amant qui n'avait pas de limite. Le guerrier est là pour voir les limites. Là, tu déconnes. Là, tu es dans l'addiction. Là, tu as été trop loin dans ce que tu as donné aux autres et tu n'as pas fait attention à toi, à tes besoins. Cette énergie de guerrier est là pour ça en nous. Mais elle est là également pour servir. Lorsqu'il y a une cause, lorsqu'il y a une discipline à apprendre, par exemple le free fight, l'ébénisterie, la boulange, lorsqu'il y a quelque chose de plus grand que nous et qu'il faut le servir, c'est là que le guerrier intervient. C'est là qu'il prend l'initiative. Et lorsque vous voyez un homme qui a du mal à prendre l'initiative, à y aller, ou qui est dans la victimisation, qui a du mal à prendre toute sa place, et parfois même à s'élever contre les autres, et s'il faut à dire ses 4 vérités de manière un peu brusque, c'est probablement un homme qui a besoin de se reconnecter avec cette énergie de guerrier en lui. Là aussi, je l'évoquais tout à l'heure, les artistes dans l'énergie de l'amant. Dans l'énergie du guerrier, par exemple, vous voyez le film Braveheart,
On est typiquement dans cet élément-là. Un guerrier qui, a priori, guerrier, c'est la guerre, ainsi de suite, on a notre clan, on a le clan des autres. Le jour où il a quelque chose de plus grand que lui à servir, il devient un véritable guerrier, il devient un homme bon au service d'une cause. Plus tard, il arrive à un autre archétype, on va y venir, c'est le dernier. Avant ça, lorsqu'on dit être au service d'une cause, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui voit cette cause. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable d'avoir une vraie vision de ce qu'est le monde, qui a enlevé le voile qu'on a tous devant les yeux, la société, c'est ceci, c'est cela, les étiquettes, c'est ceci, c'est cela. Le monde, en réalité, il est telle philosophie ou il est telle religion. Quelqu'un qui voit le monde tel qu'il est. Et ça, c'est le troisième archétype. C'est l'archétype du magicien. On a tous en soi, les hommes, cette énergie-là que Moore et Gillette ont identifiée à l'énergie du magicien. Il y a 3 niveaux dans l'énergie du magicien. Le premier niveau, c'est le gars qui adore la technologie, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de savoir, je vais démonter le truc, je vais le remonter, et surtout m'explique pas comment marche une carte routière, parce que je sais tout à fait comment ça marche. C'est ce niveau-là, je suis le maître de la technologie, je suis le maître de la science, et j'ai envie d'apprendre tous les jours. Puis il y a un deuxième niveau qui est un peu plus profond. Quelqu'un qui puise dans son énergie de magicien, il devient aussi enseignant, il devient aussi chercheur. Le deuxième niveau, c'est quelqu'un qui comprend l'état du monde, tel qu'il est réellement. Les grands chamans ou les grands prix Nobel comprennent le monde tel qu'il est réellement. Ils sont allés au-delà des apparences et ils arrivent à comprendre qu'en réalité, ce qui est rouge n'est pas rouge, ce qui est bleu n'est pas bleu. Tout ça, c'est une illusion et que ce qui est important, c'est les valeurs. Et les valeurs, elles viennent de là, elles sont importantes pour tel, c'est relatif, etc. Il y a un troisième niveau dans le magicien, c'est le plus profond. Lorsqu'on est vraiment en contact avec son énergie de magicien, on arrive non seulement à connaître le monde, mais on arrive à se connaître soi. On est capable d'aller regarder dans l'endroit le plus effrayant en soi, qui est l'ombre dont je parlais tout à l'heure. Un homme qui est capable d'aller regarder dans son ombre, et qui sera effrayé quand même, parce que ça peut être effrayant ce que l'on voit à l'intérieur. C'est un homme qui est allé puiser dans son énergie de magicien, et qui est capable de se transformer. Vous avez par exemple, encore une fois dans la littérature ou dans l'ethnologie, Don Juan, le héros réel ou fictif, on ne sait pas, de Castaneda. Vous avez Merlin, vous avez Dumbledore, vous avez le magicien négatif. Le magicien négatif, lorsqu'on n'a pas totalement intégré son énergie de magicien ou qu'on la dirige vers ses blessures, c'est quelqu'un qui est dans la manipulation. Il a tellement bien compris comment marche le monde et les gens qu'il est capable de les manipuler. Ou au contraire, c'est quelqu'un qui toute sa vie va dire « Non mais moi je comprends rien au monde, c'est bon, laisse tomber. Je ne vais pas faire d'études alors qu'il en a peut-être le potentiel. » Ou « Je ne vais pas étudier le monde, je ne vais pas m'intéresser aux gens alors qu'il en a peut-être le potentiel. » Le dernier archétype, c'est la somme de ces trois-là. C'est souvent celui qui apparaît en fin de vie, en fin de parcours personnel par exemple. Ça peut être très tôt, lorsqu'on a fait un long et intense parcours personnel. Ça peut être plus tard, à 40, 50 ans, 60 ans, 70 ans. C'est l'archétype du roi. Le roi, c'est celui qui a su intégrer toutes ces énergies-là. Le message du roi, c'est « Je suis là pour vous bénir. Je suis là au service. » Le roi, il veille au bien. Il est bienveillant, il veille au bien, et il veille au bien de tous. Le roi, lorsque l'on est dans son énergie, dans son archétype du roi, spontanément, les choses s'organisent autour de nous au mieux, parce qu'on est centré. On est vraiment au centre, non seulement de ces archétypes, mais au centre d'une vie de famille. Et s'il y a une crise, on en est le roc. On est l'appui sur lequel les autres peuvent venir construire quelque chose. On est l'énergie positive qui va aider les autres à se construire. Si vous regardez les exemples de rois, pas forcément dans la littérature, mais pourquoi pas dans les religions, on a des gens qui sont des leaders au sens premier, c'est-à-dire qu'ils marchent devant et ils accompagnent tout un peuple d'un bout à l'autre du désert, et arrivés sur la terre promise,
il se recule et c'est bon, j'ai fait mon travail, j'ai été au service. Ça, c'est l'énergie du roi. Sa simple présence, son simple regard est une bénédiction. Bénédiction dans le sens où ça fait du bien et ça sort le meilleur de ce qu'il y a en vous. Je dis que c'est des personnes qui en général sont en fin de parcours, mais j'ai rencontré des jeunes hommes qui sont naturellement dans cette énergie, dans cet archétype de roi. Et c'est formidable d'être avec eux parce que dès qu'on s'approche d'eux, tout s'organise. Tiens, je ne sais pas comment aller à Voiron ce soir. Ah ben, j'y vais avec toi, je t'amène en voiture. Tiens, si on allait à tel endroit, ah ben c'est super, je vais y aller justement pour faire ceci. Ah ben je connais quelqu'un qui... Tout s'arrange, tout s'organise. On voit leurs enfants qui sont heureux, on voit leur situation de vie qui s'améliore de jour en jour, et plus on est proche d'eux, mieux ça se passe. C'est ça la bénédiction du roi. Lorsqu'on est dans cette énergie, mais qu'on la dirige vers les blessures, lorsqu'on n'est pas mûr émotionnellement, ça fait des rois tyrans. Ça fait des politiciens au pire sens que l'on peut imaginer. Des personnes qui utilisent cette énergie à leur propre fin. Le propre d'un roi, d'un bon roi, c'est qu'il est imperméable à la corruption. Le propre d'un roi qui n'est pas dans son énergie entièrement, c'est qu'il est très perméable à la corruption. Donc on a ces 4 archétypes, et j'emmène les hommes les rencontrer, un par un. Parfois, j'identifie avec eux immédiatement l'archétype sur lequel il y a besoin d'avancer, d'évoluer. Ça apparaît très vite dans des détails de la vie tout à fait ordinaires. On fait des exercices. Moore et Gillette faisaient des exercices ou proposaient des exercices qui étaient des visualisations, des rêves éveillés, ça marchait très bien. Il leur disait, prenez, alors c'était des vidéocassettes à l'époque, prenez votre magnétoscope et voici une liste de 10 films, vous les regardez tous et puis vous revenez me voir. 10 films sur le thème du roi, du magicien, de l'amant, ainsi de suite. C'est aussi quelque chose que je propose. En général, je propose la pratique même du coaching, qui est celle du question-réponse, jusqu'à arriver à une réalisation, une prise de conscience. Ah oui, c'est là que ça n'allait plus. Et l'homme arrive à revoir toute sa situation sous un autre angle et trouve une ressource en lui pour travailler son magicien, pour travailler son amant. Mon amant a été totalement endormi, je vais faire ceci, cela pour le réveiller. Ça va peut-être marcher pour résoudre ce problème, peut-être pas, mais en tout cas, cette ressource-là, je l'aurai en moi. Ils viennent me revoir 1 mois, 2 mois après pour travailler sur un autre archétype. Pour exprimer tout votre potentiel en tant qu'homme, évidemment, il faut travailler sur ces 4 archétypes. Par phase ou de concert, mais il est important d'avoir ces 4 énergies alignées en soi. Et c'est la 3e étape. C'est important, mais pourquoi faire? Parce que c'est bien beau le développement personnel, on fait des ateliers, on se rencontre, c'est super, on progresse, mais ça sert à quoi au final? La première personne dont je vous ai parlé tout à l'heure est venue me voir parce qu'elle avait perdu le sens de sa vie. En tant qu'homme, je ne sers plus à rien, j'ai plus mes jambes, je ne peux plus entraîner personne, je ne peux plus courir, je ne sers à rien. Et c'est cette question du sens. Si vous êtes un homme réalisé en plein dans son potentiel, vous allez le mettre au service de quoi? Qu'est-ce que vous allez bâtir? Qu'est-ce que vous allez laisser aux générations suivantes? Parlons pas des générations suivantes, parlons de notre génération. Quel type de modèle, quel exemple d'homme vous allez être pour tous les hommes qui vous entourent? Aujourd'hui, autour de moi, dans ma vie quotidienne, j'ai des tas d'hommes qui sont des exemples pour moi, parce qu'ils ont développé ces aspects-là. Chacun d'entre eux a donné un sens à sa vie. Je suis un homme réalisé, pas pour le plaisir d'être réalisé, mais parce que, comme je suis dans mon plein potentiel, je peux aider à construire une école en Afrique. Je peux aider le SDF qui est en bas de ma rue. Je peux créer une association pour non pas seulement aider le SDF en bas de ma rue, mais aider tous les SDF de Grenoble. Je peux construire une famille plus saine et l'aider à passer les grandes étapes de la vie d'une famille, les deuils, etc. Le sens que je donne actuellement à ma vie, c'est de transmettre ça aux autres hommes, de manière à initier cette dynamique et de sortir de cette blessure qui se répand de génération en génération dont je parlais au tout début. Essayer de construire une nouvelle génération d'hommes, de bons amants, de vrais guerriers, de vrais magiciens, pour être de vrais rois et construire enfin une civilisation qui soit saine
et qui nous permettent de passer à autre chose. Je prends toutes vos questions, n'hésitez pas. S'il y a des questions, parce que sinon on remballe et puis on va boire un verre.